Tout commence avec un petit garçon qui tient un bâton et crie qu'il est un sorcier. Il joue ensuite avec une amie et la fille prétend être une bête magique qu'il doit vaincre. Brandissant son bâton improvisé, le jeune garçon se prépare pour sa grande attaque. Sans hésiter une seconde, le garçon tape son amie sur la tête avec le bâton. Elle se plaint alors d'avoir été frappée pour de vrai, mais le garçon dit que les sorciers sont censés frapper les bêtes. Sur ce, la fille dit qu'elle veut aussi être une sorcière, mais il refuse pendant qu'un vieil homme les observe. Bientôt, le vieil homme nommé Labu commente que les enfants sont pleins d'énergie ce matin. En entendant cela, les deux s'approchent de lui et demandent comment devenir sorcier, mais l'ancien dit que ce n'est pas si facile. Il explique que les mages sont le summum de l'humanité et qu'ils dirigent la société avec des pouvoirs héréditaires. Ainsi, le vieil homme dit que malheureusement, ils ne peuvent pas devenir mages, et un jeune homme le questionne à ce sujet. Le jeune homme demande alors si une rumeur qu'il a entendue est vraie et l'ancien le regarde avec curiosité. À ce moment-là, l'homme demande s'il est vrai qu'une bête magique est apparue dans la région. Avec une expression sérieuse, le vieux Labu confirme la rumeur, laissant les autres villageois effrayés. Le vieil homme dit qu'un léopard géant couvert d'ombre a été trouvé à l'entrée du village. Mais une femme calme sa fille en disant que le chef du village est allé en ville chercher un mage. Sur ce, les autres villageois sont soulagés, croyant que la bête sera maîtrisée. La mère avertit alors sa fille de ne pas aller dans la forêt pour l'instant afin de garantir sa sécurité. L'ancien avertit également tout le monde car il est presque impossible de s'occuper d'une bête sans mage. Sur ce, le même jeune homme d'avant demande si tout le monde au village est au courant et le vieil homme confirme. Puis le jeune homme pose une question sur ce garçon, mais le vieil homme ne semble pas savoir de qui il parle. Le jeune homme dit alors qu'il fait référence au garçon de la colline d'Enfas. La scène passe à un berger nommé Turin, allongé dans l'herbe. Il a une expression ennuyée tandis qu'il se repose avec ses moutons. Allongé là, le jeune homme se plaint que sa vie est très terne et sans intérêt. Le jeune homme est fatigué de voir le même paysage chaque jour et de vivre la même routine encore et encore sans que rien de nouveau ne se passe. Le berger pense que si ça continue, il oubliera même comment parler. Soudain, une voix le traite de gamin pathétique, le sortant de ses pensées. C'était le vieux Labu qui se plaignait que le berger paraissait déjà, mais le jeune homme se plaint que l'ombre du vieil homme perturbe son repos. Le vieil homme le traite d'impoli et lui demande s'il lui en veut toujours pour le passé. Le jeune homme se souvient alors que l'ancien a essayé de prendre son troupeau à la mort de sa mère. À cause de cela, il n'est pas assez généreux pour partager son héritage avec le village. Turan dit au vieil homme d'aller droit au but, ce qui agace l'homme par l'audace du garçon, mais le berger le dévisage avec une expression sérieuse et provocante. Sur ce, l'ancien révèle qu'une bête magique est apparue et le jeune homme se lève, surpris. L'ancien explique que c'est un léopard de la taille d'une maison et qu'il est venu le prévenir immédiatement. Labu est choqué car le berger ne semble pas le moins du monde effrayé par la nouvelle. Il ne comprend pas le courage du jeune homme mais l'avertit de faire attention quand même. Le vieil homme dit qu'il est venu parce qu'il était inquiet, mais le berger le traite de malhonnête. Le berger l'accuse de ne s'inquiéter que pour les moutons et non pour lui, ce qui rend le vieil homme furieux. Puis le jeune homme dit au vieil homme de partir s'il a fini de parler. Il l'insulte même, disant que son haleine est si mauvaise que son nez va pourrir. En colère, le vieil homme s'en va pendant que le protagoniste caresse un de ses moutons. Seul, le jeune berger commence à penser à la bête magique qui est apparue. Il est expliqué que les bêtes magiques sont comme la version animale des mages, car elles utilisent aussi le mana. Il est excité à l'idée qu'un mage vienne au village, car il enverra enfin un en personne. Mais il pense que le mage ne sera pas exceptionnel, puisqu'il a été appelé par le chef d'un village rural. Malgré tout, il est toujours curieux d'en voir un et se demande quelle sera la puissance du mage. Soudain, le berger commence à sentir quelque chose d'étrange dans l'air qui attire son attention. Surpris, le jeune homme réalise rapidement ce qu'est cette odeur. En regardant le ciel, il conclut que l'odeur qui flotte est celle du sang. Au crépuscule, le jeune homme décide de suivre l'odeur à travers la forêt pour voir ce qui s'est passé. Il marche prudemment le long du chemin de terre en suivant la piste. Le berger est sûr de se diriger dans la bonne direction alors qu'il avance dans les bois. L'odeur devient de plus en plus forte à mesure qu'il se rapproche de l'endroit. À ce moment-là, le jeune homme s'arrête de marcher en apercevant quelque chose de choquant devant lui. Il trouve Labu et d'autres villageois qui ont été sauvagement attaqués. Le jeune homme se lamente, car il ne s'attendait pas à ce que la source de l'odeur soit Labu lui-même. En analysant la scène, le berger se rend compte qu'un animal sauvage ordinaire ne causerait pas autant de dégâts. Il en conclut que cela ne peut être que l'œuvre d'une bête magique, pas n'importe quel animal. Soudain, le berger entend un bruit étrange et se met en état d'alerte. Puis une patte géante aux griffes acérées sort lentement de l'ombre. C'était une énorme créature sombre à l'apparence très effrayante. La bête magique se révèle alors complètement devant le jeune berger. À ce moment, la scène revient au petit garçon d'avant qui s'interroge sur la force de ces bêtes. Son père explique que des adultes ordinaires n'auraient aucune chance contre l'une d'elles. Inquiet de ce qu'il a entendu, le garçon demande ce qui va arriver à leur village. Mais son père le calme et dit que le chef du village est allé chercher un mage pour s'occuper de la situation. En entendant cela, le garçon demande avec crainte si le mage pourra vaincre le monstre. L'homme confirme, disant que les mages sont des personnes incroyables nées avec le pouvoir de la magie. Il ajoute qu'ils peuvent vaincre une bête magique d'un seul mot. De retour au présent, le berger fait face à la créature sans montrer la moindre trace de peur.
Puis il prononce simplement le mot tombe et la bête est frappée par quelque chose d'invisible. Le monstre semble confus et ne comprend pas ce qui vient d'arriver à son corps, mais le corps du jeune homme commence à briller d'une intense aura de puissance rouge. Il se gratte la tête et réalise que son premier plan n'a pas tout à fait fonctionné. Voyant que rien ne cesse de passer, la bête rugit et charge furieusement vers le berger. Imperturbable, le protagoniste crie simplement à l'énorme créature de s'arrêter. Et en un clin d'œil, le corps du monstre est complètement découpé par un pouvoir mystérieux. Le jeune homme réalise qu'il ne peut pas arrêter l'attaque même s'il le voulait et en est surpris. La créature brille intensément et commence à se régénérer devant lui comme si de rien n'était. Avec un rugissement féroce, le monstre montre qu'il est loin d'être vaincu. Sans perdre de temps, la bête charge et le berger doit reculer pour éviter d'être touché. Voyant que son premier plan a échoué, il décide de changer de stratégie pour le combat. Le jeune homme ramasse alors une petite pierre par terre et la serre fermement dans sa main. Il dit qu'un berger doit agir comme tel et prépare sa fronde pour le combat. À ce moment, l'énorme monstre court vers lui pour une autre attaque. Le jeune homme utilise alors sa magie sur la pierre, lui ordonnant de devenir plus forte. Avec son projectile enchanté, il fait tourner la fronde et se prépare à tirer. Ses yeux brillent d'une lumière dorée alors qu'il se concentre totalement sur la cible. Le berger ordonne également à la pierre de devenir plus rapide et fait tourner la fronde avec plus de force. Il plante fermement ses pieds sur le sol et utilise tout son corps pour propulser le lancer. Enfin, le jeune homme donne l'ordre final à la pierre de percer son ennemi. La petite pierre est projetée à une vitesse incroyable, brillant d'une énergie bleue. Le projectile magique vole en ligne droite vers la tête du monstre. Sans aucune chance d'esquiver, la créature est touchée en plein par l'attaque précise. À l'impact, une grande brume rouge se répand dans l'air de la forêt. La pierre traverse la tête de la bête sans aucune difficulté et continue sa trajectoire. La tête transpercée, l'énorme créature tombe enfin au sol, vaincue. La scène revient un peu en arrière, montrant la bête tombant vers le berger pour l'attaque finale. Mais avec un sourire confiant, le jeune homme avait déjà ajusté sa visée pour la contre-attaque. Et ainsi, la petite pierre vole vers l'énorme créature allongée sur le sol. La cible était sa tête et le projectile la frappe en plein, causant des dégâts majeurs. En frappant le monstre, l'objet le traverse avec aisance et continue sa trajectoire. Le protagoniste reste immobile tandis que le corps sans vie de la bête tombe derrière lui. Il commente alors que c'était la première fois qu'il utilisait ce pouvoir sur une bête magique. Le jeune homme se demande quoi faire du corps et pense à le jeter du haut d'une falaise. En colère, il se plaint qu'au final, il n'a fait que rendre service aux villageois. Puis un gros plan sur son œil révèle la vérité, il est en fait un mage. Un souvenir commence et le jeune homme explique qu'il a découvert son pouvoir il y a 8 ans. Quand il avait 10 ans, il utilisait ses pouvoirs pour faire flotter des objets dans la maison. Excité, le garçon appelait sa mère pour lui montrer que le bois de chauffage volait, mais sa mère apparaissait avec une expression sérieuse, pas du tout contente de la situation. Il lui disait aussi qu'il pouvait créer du feu et du vent, et il se souvient clairement de ce jour. Sa mère lui criait alors avec colère d'arrêter et c'était la seule fois où elle s'était mise en colère. Confus, le jeune Turin ne comprenait pas sa réaction alors qu'elle ramassait le bois de chauffage. La femme s'est agenouillée devant lui et a dit qu'il devait parler un peu. Elle lui a alors demandé s'il voulait vivre longtemps avec elle, il a confirmé, et sa mère lui a donc fait promettre de ne plus jamais utiliser ce pouvoir. La femme lui interdit également d'utiliser son pouvoir devant d'autres personnes. Ne comprenant pas, le garçon demande pourquoi et elle lui rappelle l'histoire des nobles et des chevaliers. Avec un regard sérieux, le jeune homme dit qu'il se souvient bien de ce qu'elle lui a dit. Elle explique que les nobles sont les descendants des seigneurs qui ont sauvé l'humanité et que les chevaliers naissent d'eux. La mère félicite son fils pour sa bonne mémoire concernant les histoires qu'elle raconte. C'est pourquoi les nobles et les chevaliers sont traités différemment, même parmi les mages. Elle révèle alors que le pouvoir du jeune homme a été hérité de son père qui était chevalier. Sur ce, la femme l'avertit de ne jamais laisser personne découvrir qu'il est un mage. Avec un sourire, elle demande à son fils de promettre qu'il gardera ce secret. De retour au présent, le berger raconte que 8 ans ont passé et qu'il tient toujours sa promesse. Regardant par la fenêtre, il affirme que cette promesse ne sera jamais rompue. Le protagoniste pense qu'il n'a aucune intention de révéler ses pouvoirs à qui que ce soit et il ne prévoit pas non plus de descendre de la montagne ou d'abandonner sa vie isolée. Soudain, le jeune homme entend un bruit étrange venant de l'extérieur de sa maison. Quelqu'un se met à frapper à sa porte et à crier son nom, lui disant de sortir. Confus, le berger ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Dehors, un groupe de villageois le dévisage avec des expressions de colère. En bâillant, le protagoniste leur demande ce qu'ils lui veulent. À ce moment-là, l'un des hommes l'accuse d'avoir mis fin à la vie de l'abus. Un autre villageois l'attrape avec force et le traite de gamin sans vergogne. L'homme crie furieusement, accusant le jeune homme d'avoir utilisé le pauvre vieil homme comme appât pour attirer le monstre. Malgré l'atmosphère tendue, le berger reste calme alors qu'il sent la poigne ferme sur ses vêtements. Sur ce, le jeune homme réalise que le groupe essaie juste de trouver un coupable pour tout ce gâchis. Il comprend que le blâmer est la solution la plus simple pour ces lâches qui se cachaient. Souriant, le héros commente qu'ils veulent juste se débarrasser de la responsabilité avant que quelqu'un ne les pointe du doigt. À ces mots, l'homme devient très en colère et se jette sur lui, criant le nom du protagoniste avec toute sa haine. Mais d'un mouvement rapide, le garçon esquive le coup de poing sans aucun effort. En esquivant,
le jeune homme pense que la magie peut être très utile pour gérer des situations ennuyeuses. Puis le jeune homme assène un coup net à l'agresseur, montrant qu'il n'est pas une personne facile à battre. À ce moment, il réfléchit que si l'on désire quelque chose très fort, cela devient réel en échange de mana. Avec un regard sérieux, le jeune homme murmure juste un ordre simple, disant à son adversaire de tomber par terre. L'agresseur trébuche tout seul et tombe le visage le premier dans l'herbe, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Même s'il est encerclé, le berger marche calmement pendant que les autres essaient de le frapper sans succès. Il essaie d'agir discrètement pour ne pas attirer une attention non désirée avec ses pouvoirs cachés. Sur ce, le jeune homme utilise un bâton en bois pour se défendre, frappant avec force quiconque s'approche. Se déplaçant avec agilité, le héros domine le combat et met à terre un autre villageois d'un coup rapide. Il continue de distribuer des coups aux voisins impolis qui ont osé s'introduire sur sa propriété. Soudainement, les manches de leurs outils se brisent en l'air après s'être heurtés au protagoniste. Le résultat est que tout le groupe est projeté sur la pelouse. Tandis que le jeune homme se souvient, il vit ainsi depuis 8 ans. Finalement, le mage observe l'homme vaincu et déclare qu'il a passé tout ce temps à cacher son secret. Le jeune homme leur suggère d'utiliser toute cette énergie pour organiser les funérailles de l'abus. À ce moment-là, un groupe de femmes apparaît et il leur demande si elles sont aussi venues pour se battre, mais elles répondent que non. L'une d'entre elles dit qu'elle voulait juste le voir, ce qui laisse le berger silencieux un instant. Puis il leur dit d'emmener les idiots et rentre seul dans sa maison. Le jeune homme pense qu'aller au village sera un gâchis et qu'ils en profiteront pour négocier les prix, mais il s'en moque et décide que s'il tente quoi que ce soit, il pourra simplement les battre à nouveau. Il pense que la raclée a été suffisante pour qu'ils ne reviennent pas avant un moment. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte et le berger pense qu'ils ont vraiment perdu la tête. Le coup est fort et ferme, montrant que celui qui est dehors n'est pas là pour plaisanter. En colère, le jeune homme ouvre la porte en criant et en demandant qui veut se faire mal. Devant lui se tient un homme inconnu avec une barbe et des vêtements de voyageur. Le fixant du regard. L'étranger s'excuse et demande s'il peut rester là un moment. Comme il est en voyage, le protagoniste est surpris et le mot « voyager » lui reste à l'esprit un instant. Le jeune homme s'excuse pour son ton car il vient d'avoir affaire à des gens désagréables. Le jeune homme pense que sa mère lui a appris à être poli, mais il n'utilise jamais ce ton avec les villageois. Il trouve toute la situation étrange et remarque que l'homme porte une épée. Avec un sourire, le jeune homme le salue, trouvant curieux de voir un épéiste dans cette zone rurale. Il laisse alors échapper un soupir en analysant le visiteur inattendu à sa porte. Le berger dit que si l'homme cherche une auberge, il est au mauvais endroit. La scène coupe sur une table pleine de nourriture, indiquant qu'il l'a invité à manger. L'hôte invite l'étranger à entrer et dit qu'il n'a pas grand-chose à offrir, mais le voyageur est surpris par la nourriture et encore plus d'apprendre que le jeune homme n'a jamais vu d'étranger. À cela, le jeune homme explique qu'il est né et a grandi ici et n'a donc jamais quitté la colline. L'épéiste l'observe attentivement en buvant dans une chope en bois. De l'autre côté de la table, le berger savoure également sa boisson calmement. Soudain, le visiteur complimente le jeune homme sur sa posture et ses manières. Il commente que pour quelqu'un qui a toujours été berger, ses manières sont très bonnes. Le protagoniste dit que c'est sa mère qui lui a appris, mais qu'elle est décédée il y a quelques années. En entendant cela, l'homme dit qu'elle a élevé un excellent jeune homme et qu'elle repose maintenant en un bon endroit. Le jeune homme le remercie et dit qu'il vit simplement comme sa mère le lui a appris. Puis le jeune homme lui demande ce qui l'a amené dans un endroit si reculé et il révèle qu'il a reçu une demande. La demande était de s'occuper d'une bête magique de type léopard apparue dans la région et il cherchait quelqu'un qui pourrait vaincre la créature. À ce moment-là, le berger réalise qu'il est le mage que le chef du village est allé chercher et l'homme le confirme. Maintenant, le mage demande s'il peut poser une question et le jeune homme l'autorise à continuer. Il dit qu'il peut sentir l'aura de la bête à proximité mais que le monstre est introuvable. Et le plus étrange de tout est l'attitude du berger, ce qui le rend méfiant. Le chef du village l'a prévenu du danger, mais le jeune homme est complètement calme. Il ajoute que si la créature attaque les humains, le jeune homme serait la première cible. Finalement, le mage le regarde dans les yeux et lui demande directement s'il n'a pas peur. Un souvenir revient et le jeune homme se rappelle sa mère lui demandant qui il était vraiment. Le jeune turan demande alors pourquoi il ne peut dire à personne qu'il est un mage. Sa mère explique que les chevaliers sont comme les chiens que les bergers élèvent pour le troupeau. Ils peuvent être traités comme de la famille, mais si nécessaire, ils sont vendus ou sacrifiés à tout moment. La femme dit alors qu'elle ne veut pas de cet avenir pour son fils et lui demande de continuer à vivre avec elle. Et ainsi, elle lui fait promettre qu'il n'oubliera jamais cet avertissement important. La femme l'avertit que si un autre mage le découvre, ils seront séparés et il sera transformé en outil. Sur ce, elle dit que pour garder son identité secrète, il pourrait même avoir à faire taire quelqu'un pour de bon. De retour au présent, le berger réalise que le moment que sa mère redoutait tant est enfin arrivé. Le visiteur insiste sur la question et les yeux du jeune homme brillent d'une lumière dorée de pouvoir. Ne comprenant pas sa réaction, l'épéiste reste silencieux un instant, l'observant en silence, mais le mage sourit soudainement et dit qu'avec ce visage, le jeune homme a gâché sa blague. Le protagoniste est confus et se demande quel genre de blague c'était. Il s'excuse et dit qu'il n'a pas beaucoup de sens de l'humour, mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Le mage dit que sa surprise était normale puisque c'était la première fois qu'il entendait une blague de mage. À ce moment-là, le visiteur réalise qu'ils ne se sont même pas présentés et lui tend la main avec un sourire.
Il dit que c'est un plaisir de le rencontrer et attend une poignée de main. Le jeune homme se présente comme Chiran, un berger de 18 ans, et serre la main de l'homme. Les deux hommes se saluent formellement pour la première fois depuis l'arrivée du visiteur. Le mage dit qu'il a 75 ans et le berger commente qu'il ne les fait pas. Le visiteur explique que les mages vieillissent lentement et le jeune homme lui demande comment il est devenu un vagabond. Il dit qu'il a servi la maison arabiane pendant 60 ans et qu'il voulait juste voyager pour ses derniers jours. Avec un sourire, le mage trouve l'idée assez romantique et se prépare à partager quelque chose avec le jeune homme. Le berger lui sourit en retour, montrant de la curiosité pour ce que l'homme plus âgé a à dire. Sur ce, le visiteur lui fait aussi un grand sourire, créant une atmosphère très amicale entre eux. Ils poursuivent leur conversation et le jeune homme pense qu'il n'aurait jamais imaginé que ce serait si amusant. Le temps passe vite et quand ils s'en rendent compte, le jour est sur le point de se lever dehors. Surpris, le mage dit qu'il n'a même pas vu la nuit passer et qu'il est temps pour lui de partir. Il laisse alors des pièces d'argent sur la table en guise de paiement et explique que ce sont les plus pures. Le jeune homme accepte et lui souhaite bonne chance pour la chasse, mais l'homme lui dit de ne pas agir comme si c'était un adieu. Le voyageur plaisante même en disant qu'il pourrait revenir pour un repas gratuit un de ces jours. Le lendemain, le berger emmène ses moutons paître sur la colline comme d'habitude. Les moutons paissent paisiblement dans l'herbe, profitant de la journée ensoleillée dans le champ, un sourire aux lèvres. Le jeune homme donne alors l'ordre à tout le troupeau de se rassembler. En entendant l'appel, l'un des moutons arrête de manger et regarde immédiatement dans la direction de son propriétaire. Obéissant, tout le troupeau se rassemble autour du jeune berger au milieu du pâturage. Il se dit que c'était la première fois qu'il rencontrait un autre mage et ne se souvient même pas de la dernière fois où il a autant parlé. En caressant un mouton, il se souvient du calme et de la joie dans la voix de cet homme. Le jeune homme en conclut que de tous les adultes qu'il a rencontrés, le mage était une personne vraiment bonne. Seul avec son troupeau, il pense qu'il a toujours vu les chevaliers comme des chiens de chasse pour les nobles. Le berger se demande comment s'est passée la chasse puisqu'il n'y a plus de bêtes magiques sur sa colline d'Hérold. Pendant ce temps, le mage marche dans la forêt et réalise qu'il n'y a vraiment plus de bêtes aux alentours. Il trouve la situation très étrange et quelque chose semble clocher dans toute cette histoire. Le visiteur voit des signes de bataille mais ne peut sentir aucune trace de l'aura de la créature. Il regarde alors un arbre et se demande si la bête magique a déjà été chassée par quelqu'un d'autre. L'homme se demande qui a bien pu abattre le monstre et si le chef a appelé un autre mage que lui. Mais de toute façon, l'épéiste est soulagé car l'important est que la bête ait été vaincue. Soudain, le mage sent quelque chose d'étrange et son expression de soulagement change complètement. Sursautant, l'homme se retourne rapidement car il sent une présence malveillante approcher. À cet instant, une patte monstrueuse aux griffes gigantesques émerge de l'ombre devant lui. La créature se révèle et c'est une version bizarre et en décomposition de la bête qui a attaqué le village. Il réalise alors que c'est une marionnette de cadavre, une marionnette faite du corps du monstre. Choqué, l'homme se demande qui au monde a bien pu faire une chose aussi terrible. Sans avoir le temps de réfléchir, l'énorme créature se jette sur lui et essaie de l'écraser avec sa griffe d'ombre. D'un mouvement rapide, le mage esquive et le coup du monstre crée un cratère dans le sol. Il explique que cela arrive si le mana n'est pas absorbé et qu'aucun mage ne serait aussi ignorant. Alors le visiteur s'envole et attaque la marionnette de cadavre avec une puissante décharge d'énergie. Il est sûr que c'est un mage qui a abattu la bête, mais il ne comprend pas pourquoi il l'aurait laissé comme ça. Il écarte l'idée d'un chevalier débutant, car quelqu'un d'inexpérimenté n'aurait pas pu abattre cette bête. Créant une boule de feu, il se demande si la personne qui a fait ça avait un autre objectif. Quoi qu'il en soit, il doit mettre un terme à cela et se prépare à attaquer de toutes ses forces. L'homme lance alors une puissante décharge d'énergie sur la créature ténébreuse. Mais à sa grande surprise, la marionnette de cadavre parvient à annuler son pouvoir magique. Choqué, le mage réalise que le mana de cette bête est bien plus puissant que le sien. Soudain, la créature disparaît dans la forêt, le laissant complètement confus. Il comprend que le monstre a l'intention d'utiliser la magie pour contre-attaquer et le cherche dans les bois. À cet instant, l'ombre de l'ennemi apparaît furtivement juste derrière le pauvre mage. La créature sort alors de l'ombre et l'attaque avec une queue pleine de piquants. Sans avoir le temps de réagir, l'homme est touché de plein fouet et se retrouve grièvement blessé au bras. Il réalise que ce n'est pas quelque chose qu'un simple chevalier pourrait gérer. La force de l'impact le projette au loin, le faisant rouler sur l'herbe de la forêt. Allongé sur le sol, il pense qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer un monstre de ce niveau par ici. Voyant la créature approcher, le mage se demande si ce sera sa fin. Mais avec un sourire déterminé, le vieil épéiste décide qu'il ne va pas abandonner. Il ne tombera pas sans se battre et promet d'emporter la créature avec lui s'il le faut. L'homme concentre alors tout son mana dans sa main pour une dernière attaque désespérée. Sur ce, la créature s'avance pour le coup de grâce, prête à mettre fin au combat. Le mage se concentre et attend le bon moment pour utiliser son pouvoir à pleine puissance. Sans une seconde d'hésitation, il bondit et vole vers le monstre pour une contre-attaque. Soudain, une petite lumière bleue apparaît au milieu de la forêt, attirant l'attention de tous. Soudain, une intense lumière bleue fend l'air et frappe la créature qui s'apprêtait à achever le pauvre vieil homme. Le voyageur est alors complètement choqué de voir que l'attaque est venue d'une direction inattendue, lui sauvant la vie à la dernière seconde. Sous l'impact du coup mystérieux, le monstre est projeté au sol et cesse enfin de bouger au milieu des bois. Toujours confus,
Le vieil homme lève les yeux et entend une voix familière lui demander s'il va bien après toute cette épreuve. Il réalise que son sauveur n'est autre que le jeune berger qui le regarde maintenant avec une expression calme et paisible. Marchant lentement sur le sentier, le protagoniste s'approche du visiteur tandis que l'atmosphère tendue commence lentement à se dissiper. Les yeux du vieil épéiste s'écarquillent alors qu'il réalise la vérité et demande si le jeune homme est en fait un mage très puissant. Bien que surpris, le vétéran se demande pourquoi le héros a caché son identité pendant tout le temps qu'ils ont passé à parler chez lui. L'homme veut alors savoir pourquoi le garçon a décidé de l'aider alors qu'il aurait pu s'enfuir sans se retourner. Le jeune homme esquisse un petit sourire et commence à expliquer ses raisons de manière très simple et directe à son nouvel ami. À ce moment, la scène change pour un souvenir où un chien se repose sur le plancher en bois de la maison du protagoniste. Assis à table, les deux parlent de la vie pendant que l'animal de compagnie se repose paisiblement près de leurs pieds. Sur ce, le jeune homme commente qu'avec les compétences du visiteur, il pourrait gagner beaucoup plus d'argent en travaillant ailleurs. Curieux, le héros demande ce qu'il y a de si triste dans la vie des villageois pour que l'aîné ait autant pitié d'eux. Avec un soupir, le vétéran explique que ces gens vivent isolés et sans aucune protection contre les dangers de ce monde cruel. En entendant cela, le jeune berger réfléchit au fait que tous les mages héritent du pouvoir des dieux et doivent suivre leur propre destin. Le vieil homme sourit alors et dit qu'il est fier de protéger les roturiers sans défense, mais admet que tous ses collègues ne pensent pas de la même façon. Sur ce, le protagoniste montre qu'il a compris la leçon et un sourire de satisfaction apparaît sur son visage pendant le dialogue. Il déclare que chaque personne dans ce monde immense a ses propres pensées et une façon unique de vivre sa vie. À cet instant, la force de l'impact crée une puissante onde de choc qui balaie toute la forêt, mettant un terme définitif à la bataille contre le mal. Courant à travers la forêt, le mage dit qu'il doit fuir car la créature est d'un tout autre niveau. Il explique que seul un noble pourrait la vaincre et dit au jeune homme d'avertir le chef du village. Seul, l'épéiste se prépare à combattre le monstre pour gagner du temps pour la fuite, mais le vétéran admet qu'il faisait juste le malin et ne sait pas combien de temps il tiendra. Le berger l'interrompt alors et lui dit de ne pas s'inquiéter car tout va bien. Le jeune homme dit que si la dernière attaque a fonctionné, tout ira bien, et une pierre se met à briller. L'épéiste est alors choqué et demande si le jeune homme n'utilisait même pas toute sa force. Le chevalier vétéran Korn réalise alors que ce n'était pas une rencontre fortuite. Sur ce, plusieurs pierres commencent à flotter dans les airs avec une intense énergie bleue. Le protagoniste libère son pouvoir et il devient clair qu'il n'est pas un simple chevalier en fuite. Avec un sourire, le jeune homme révèle qu'il était aussi curieux de tester ses propres limites. Entouré de rochers flottants, le jeune mage se prépare à affronter l'énorme créature ténébreuse. Avec un sourire confiant, le jeune homme révèle qu'il était aussi curieux de connaître ses propres limites. Mais le chevalier plus âgé crie qu'il ne le permettra pas car l'adversaire est trop fort. Il dit qu'ils doivent unir leurs forces, mais le monstre charge déjà pour attaquer le protagoniste. Sans hésitation, le berger tire un puissant rayon d'énergie bleue qui fend l'air. Le vétéran se rend compte qu'il pourrait à peine réagir et qu'il ne ferait que gêner le combat maintenant. Il comprend donc qu'il est inutile pour le moment et abaisse sa main brillante. Le mage décide que son devoir est maintenant d'aider le talent de ce jeune homme à s'épanouir. À ce moment-là, le héros déchaîne une vague de mana écrasante qui dévaste une partie de la forêt. Même ainsi, le jeune homme grogne d'irritation car son attaque n'a pas eu l'effet escompté. Puis il essaie un coup de pied, mais sa jambe traverse le corps du monstre sans causer de dégâts. L'épéiste crie désespérément qu'on ne peut pas blesser un fantôme avec des coups physiques. Voyant la créature avancer, le berger demande comment il peut la vaincre alors. L'homme plus âgé répond qu'il doit utiliser le feu, le garçon tend la main et il ajoute que le jeune homme peut aussi utiliser le pouvoir de la foudre pour gagner. Suite à cela, une flamme frappe le monstre, mais l'attaque semble n'avoir aucun effet sur lui. Le protagoniste se plaint que ça ne marche pas, mais le vieil homme dit que ce n'est pas le but. Le mage explique que pour utiliser le pouvoir sur un autre être vivant, il faut établir une cause. À ce moment, le vétéran est choqué car il a une révélation soudaine à propos du jeune homme. Il comprend que Turan n'a jamais absorbé de mana et c'est pourquoi il a laissé la bête devenir un fantôme. Le mage plus âgé est choqué de voir que le jeune homme est déjà si fort même sans entraînement. Sur ce, il crie au jeune homme de créer le feu puis de le lancer sur la créature. Il explique que créer du feu est facile, mais le contrôler demande beaucoup d'entraînement et de dévouement. Mais à sa grande surprise, le jeune homme y parvient instantanément sans aucune difficulté. Sans perdre de temps, le protagoniste frappe fort le sol du pied et se prépare pour l'attaque. Puis il lance la boule de feu de toutes ses forces vers le monstre ténébreux. L'attaque frappe l'œil de la créature en plein dans le mille, provoquant une énorme explosion de flammes. Avec l'impact, le corps du fantôme commence à être complètement consumé par le feu. À ce moment-là, le vétéran lui crie de rester concentré et de continuer à injecter du mana dans l'attaque. Il prévient que le jeune homme doit tout brûler du fantôme pour le vaincre définitivement. Avec un regard déterminé, le héros concentre toute sa puissance sur les flammes pour en finir. De cette façon, le monstre est complètement anéanti par un tourbillon de feu intense. La bataille terminée, l'épéiste vétéran célèbre enfin leur victoire. Il commente que c'était un fantôme absurdement fort, de haut niveau. Et même ainsi, le jeune berger a réussi à vaincre la créature tout seul. Le jeune homme demande alors si c'est vraiment fini et le mage est impressionné par sa puissance. Le chevalier l'avertit qu'il doit absorber le mana s'il ne veut pas rencontrer un autre fantôme.
Le jeune homme demande comment faire et le vétéran lui dit d'imaginer qu'il draine quelque chose. Suivant le conseil, le protagoniste ferme les yeux et se concentre pour absorber le mana. Sur ce, une énergie verte commence à s'écouler des restes de la créature vers le jeune homme. Ainsi, le mana vert est complètement absorbé par la main du protagoniste tandis qu'il se concentre. Ses yeux brillent intensément de la même couleur que l'énergie qui vient d'entrer dans son corps. Le mana s'écoule alors dans tout son système, révélant ses canaux de puissance pour la première fois. Le chevalier vétéran est choqué par la scène et ne peut en croire ses yeux. Il dit que le jeune homme ressentira une sensation incroyable, mais le garçon a du mal à croire aux sentiments qu'il éprouve. Suite à cela, l'homme demande si c'était sa première fois à absorber du mana et le berger confirme. L'épéiste explique que le mana croît lentement et que la meilleure façon d'évoluer est de l'absorber des autres. Mais comme c'était la première fois du jeune homme, cela signifie que son potentiel est d'un autre niveau. Ainsi, il conclut que le jeune berger est quelqu'un de très spécial et le héros se crispe. Le mage appelle le garçon par son nom pour attirer son attention et briser le silence gênant. Il s'incline et s'excuse en demandant à quelle maison noble le jeune homme appartient. Le berger l'appelle alors par son nom, surprenant le chevalier vétéran qui le dévisage. Il dit à l'homme de nettoyer d'abord sa blessure et le mage remarque enfin son bras blessé. De retour à la cabane, l'épéiste apparaît avec son bras correctement bandé et propre. Assis à la table, l'homme demande pardon pour sa grossièreté et pour avoir fait combattre le jeune homme. Mais le protagoniste dit qu'il n'est personne d'important, juste un berger qui ne connaît pas son père. Il demande au mage d'arrêter et l'homme accepte en voyant son expression sérieuse. Alors le vétéran demande pourquoi un mage si puissant a décidé de devenir berger. Le jeune homme explique que c'était une demande de sa mère avant qu'elle ne décède il y a quelques années. Il dit que sa mère l'a prévenu que si les nobles le trouvaient, il deviendrait un outil jetable. Le vétéran déclare que la mère du jeune homme était très sage, et le garçon est confus par ce commentaire inattendu. Il continue en disant que la femme n'avait pas entièrement tort et le berger pense qu'elle était juste surprotectrice. L'homme explique que le grand pouvoir des mages amène toujours des conflits et mentionne une guerre d'il y a 20 ans entre des maisons nobles. À ce moment, la bataille entre les maisons arabianes et Zahar est montrée où malheureusement des milliers de personnes ont perdu la vie. Sur les 3000 chevaliers qui servaient la maison des arabianes, plus de 900 ont fini par périr lors des affrontements intenses. Mais l'homme raconte tristement que tous ses amis et connaissances faisaient partie de ce tiers qui n'a pas survécu. Il se souvient de ses amis et même de sa famille qui ont été éliminés par l'ennemi, ne laissant que le vétéran comme survivant. Sur ce, le vagabond déclare que la vie d'un guerrier peut s'évanouir bien plus vite que celle d'un simple roturier. Mais il souligne que la mère du jeune homme avait tort à propos de son talent, et le héros s'interroge à ce sujet. Le visiteur admet être un épéiste habile mais reconnaît que le jeune homme a vaincu le fantôme avec une facilité surprenante. Il déclare que le potentiel du berger est d'un niveau noble et se situe probablement parmi les plus grands talents de tous. Le protagoniste reste silencieux alors qu'il réfléchit aux paroles de son nouvel ami sur son avenir. Alors le jeune homme demande si l'histoire de son père chevalier était un mensonge, et l'homme explique qu'il existe des cas rares. À ce moment, le vétéran suggère qu'il serait bien mieux pour le jeune homme de quitter cette colline et de voir le reste du monde. Le berger demande pourquoi, et l'aîné répond que l'humanité a encore besoin de plus de protecteurs pour maîtriser la terre. Mais l'homme s'excuse rapidement d'avoir oublié que le garçon comprend encore très peu comment fonctionne la magie. Il explique que les capacités de lignage sont des traits hérités d'ancêtres anciens et c'est ce qui sépare les classes sociales. Sur ce, le mage demande s'il y avait un sort qui semblait trop facile ou une capacité naturelle qui ne nécessitait pas de mana. Le héros se demande si ce n'est pas seulement le pouvoir du mana qui le rend physiquement plus fort que les autres. Finalement, le jeune homme mentionne son odorat développé et l'homme affirme qu'un bon odorat peut en effet être une capacité de lignage. Le mage plus âgé dit qu'avoir une compétence avec les armes de jet est une caractéristique de la maison arabiane, mais que c'est assez commun. Sur ce, le berger demande à l'homme de continuer l'explication et il accepte de partager plus de détails, mais le jeune homme remarque que le visiteur agit étrangement et l'interpelle, confus. Alors l'épéiste devient soudainement sérieux et le protagoniste demande la raison de ce changement d'attitude. Avec un regard ferme, l'aîné déclare qu'il sait déjà à quelle maison noble les capacités du garçon ressemblent le plus. Le jeune homme demande alors de quelle famille il parle et le vétéran garde son expression mystérieuse. Le mage révèle que les capacités du berger appartiennent à l'une des grandes maisons nobles du royaume et il continue en expliquant que les membres de cette maison sont connus de tous comme les chasseurs. À ce moment, l'homme révèle qu'il s'agit de la maison de Zahar, la grande rivale qui a combattu la maison des Arabianes. En entendant cela, le jeune homme est complètement choqué et s'envoie face à cette terrible révélation. Le nom de la famille rivale résonne dans l'esprit du jeune berger, le laissant complètement abasourdi par cette révélation fracassante. Il peine à croire qu'il appartient à la lignée de la puissante maison de Zahar, qui a causé tant de douleur à son nouveau compagnon de voyage. En regardant le vétéran, le jeune homme se demande s'il porte la même lignée maudite que ceux qui furent les grands méchants de la dernière guerre. À cet instant, le héros est confus, ne sachant pas s'il doit s'excuser pour les actions de parents éloignés qu'il n'a même jamais rencontrés personnellement. Soudain, le silence est rompu lorsque l'homme appelle le protagoniste par son nom d'un ton très calme et réconfortant. Posant une main sur l'épaule du garçon, le voyageur lui demande de ne pas avoir une expression si inquiète sur son visage. Il rappelle au jeune homme qu'il n'a pris part à aucun combat passé, mais même ainsi, le berger ressent toujours le poids de la culpabilité.
Avec un doux sourire, l'aîné dit que c'était une situation d'adulte et que nourrir la haine ne ferait que rendre la souffrance sans fin. Le jeune homme demande alors si l'homme ressent une forme de regret et le vétéran demande à quoi il fait référence. Debout au milieu du pâturage, le héros demande s'il ne regrette pas d'avoir suggéré au jeune homme de quitter sa vie sur la montagne. L'homme explique que si le jeune homme cherche le pouvoir, il finira inévitablement par rejoindre la famille Zar en raison de son talent extraordinaire. Surpris par cela, le garçon entend que le vétéran a une confiance totale en son bon caractère et en la pureté de son cœur. L'homme déclare qu'il a vu la bonté du berger lorsqu'il a risqué le secret de toute une vie juste pour sauver un inconnu. En réfléchissant à l'avenir, l'aîné pense que quelqu'un d'aussi bon que le jeune homme pourrait même empêcher que de nouvelles guerres terribles ne se reproduisent. Puis l'homme essaie de détendre l'atmosphère en disant qu'il n'a pas besoin de tout prendre si au sérieux, car le protagoniste n'a pas encore décidé de son destin. Le héros regarde alors l'horizon et déclare que ses pensées sont maintenant beaucoup plus claires et plus affirmées qu'auparavant. Avec un sourire aux lèvres, le protagoniste révèle qu'il a finalement pris la décision de descendre de la colline pour explorer le reste du monde. Le vétéran est heureux de ce choix courageux mais prévient que le départ ne doit pas se faire soudainement à cause de sa santé. À ce moment-là, le berger dit qu'il ne partira que lorsque les blessures de son ami seront complètement guéries, ce qui montre son immense bonté. En regardant par la fenêtre de la maison, l'homme conclut que le jeune homme a vraiment un cœur d'or et qu'un brillant avenir l'attend. Le vétéran commence sa leçon, expliquant que pour utiliser la magie, il faut du mana, la clé de l'omnipotence. Le berger y réfléchit, mais le mage dit que ce pouvoir n'est pas aussi absolu que son nom le suggère. Sur ce, le jeune homme demande quel est le critère pour combiner le mana et la magie, et l'homme se prépare à expliquer. L'épéiste lève 3 doigts et dit que la difficulté est définie par la lignée, l'affinité et la causalité. Il commence par expliquer la lignée, qui est déterminée par la famille et s'applique à la plupart des nobles. Le mage prend sa blessure comme exemple et le jeune homme confirme qu'il ne pouvait pas la guérir avec la magie, mais il révèle que la lignée Revista du Sud peut guérir sans entraînement car c'est un pouvoir familial. Ensuite, le héros l'interroge sur l'affinité et le vétéran dit qu'on peut la considérer comme une familiarité. Le jeune homme comprend et compare cela à la façon dont il a créé une boule de feu, comme s'il lançait une pierre. L'épéiste est d'accord et dit que la simple création de flammes n'aurait pas la même vitesse ni la même puissance de feu. Puis il révèle que le dernier et le plus important facteur est la causalité, un concept que même lui ne comprend pas. L'homme demande ce qui se passerait si le jeune homme essayait de l'attaquer directement avec du mana seul. Il confirme que le résultat serait faible en raison d'un manque de causalité et fait une démonstration sur la tasse. Léo se met à bouillir et le mage explique que cela se produit lorsqu'il n'y a pas de cause pour le résultat. En voyant la démonstration, le berger dit qu'il peut maintenant un peu mieux comprendre le concept. Le héros explique que pour éliminer quelqu'un, il devrait créer une cause, comme lancer une boule de feu. Sur ce, le vétéran est impressionné et plaisante même en disant que le jeune homme aurait pu devenir un érudit, mais celui-ci demande pourquoi il en a besoin avec les bêtes magiques s'il peut contrôler les animaux normaux. L'épéiste révèle alors que la grande différence entre eux est le mana que possèdent ces créatures. Le protagoniste comprend qu'un bon mage n'utilise pas seulement le mana, mais en comprend aussi les principes. Le jeune homme demande si la lignée Zar a aussi une magie spéciale et l'homme confirme qu'ils sont doués pour le pistage. Sur ce, le vétéran le met au défi d'essayer d'utiliser cette capacité et le berger accepte le test sur le champ. Puis il ferme les yeux et se concentre, souhaitant que ni son son ni son odeur ne puissent être détectés. À ce moment-là, une fumée blanche commence à sortir de son corps alors qu'il concentre toute son énergie. Le vieux chevalier le regarde avec curiosité et se demande si le sort du jeune homme a vraiment fonctionné. Soudain, le protagoniste disparaît de la chaise, ne laissant qu'une traînée de lumière dorée sur le sol. Impressionné, l'épéiste confirme que cela a fonctionné car il ne peut plus voir le jeune homme en face de lui. L'homme devient tendu en voyant la puissance de cette capacité qu'il avait tant redoutée par le passé. La pièce semble vide, le garçon ayant réussi à effacer complètement sa présence de l'environnement. Avec une lueur intense, le mage réapparaît dans la pièce, montrant que le sort a été un succès. Le vétéran dit que c'est une capacité terrifiante et grandement crainte par les chevaliers des Arabianes. Mais il l'avertit que bien qu'elle soit puissante, l'invisibilité n'est pas invincible et a ses faiblesses. L'homme décide de lui enseigner quelques méthodes d'entraînement, mais le jeune homme lui demande si ce n'est pas dangereux d'aider un ennemi. La main sur la poitrine, le chevalier lui rappelle que le jeune homme lui a sauvé la vie et a même soigné ses blessures. L'homme plus âgé renforce qu'il a entièrement confiance en la personnalité du protagoniste. La scène change et le chef du village crie, choqué, car le berger va vendre les moutons et partir. Équipé pour le voyage, le héros fait face au chef qui se plaint de son départ sans prévenir personne. Le mage demande avec un sourire pourquoi il devrait se soucier de l'opinion des autres concernant ses biens. Il prévient que s'il n'achète pas les moutons à un prix juste, il les relâchera tous et partira. À ces mots, l'homme qui a déjà été battu interpelle le chef du village, effrayé par la menace du berger. Le chef du village grogne car il sait que le jeune homme est quelqu'un qui tient sa parole, il n'a pas le choix. Il tend un sac de pièces au jeune homme, scellant ainsi la vente. L'aîné lui dit de faire comme il l'entend et les deux voyageurs quittent enfin le village. Ensuite, le berger se souvient que le village doit une compensation au mage et propose de la récupérer. Mais le vétéran dit qu'il n'acceptera rien, car c'est le jeune homme qui a vaincu la bête magique. Avec un sourire,
Le héros accepte et les deux poursuivent leur voyage sur le chemin de terre. Arrivé à la forêt, l'épéiste dit qu'ils doivent se séparer à cet endroit. Il s'excuse de ne pas voyager ensemble et explique qu'il se sent plus à l'aise seul. Le jeune homme dit qu'il comprend et le remercie pour toute l'aide et les leçons qu'il a reçues. Avec un sourire, le chevalier lui dit au revoir et demande au protagoniste de prendre soin de lui pendant son voyage. Le jeune homme sourit également et espère qu'ils pourront se revoir un jour. Puis le jeune homme observe longtemps la silhouette de Korn disparaître sur le sentier. Ce n'est que plus tard que le héros réalisa pourquoi il ne voulait pas que le vétéran lui parle formellement. Il est révélé qu'il avait toujours souhaité avoir une figure paternelle à admirer dans sa vie. Le chevalier était devenu le modèle de l'homme que le protagoniste voulait devenir un jour. La scène change alors et montre les traces du jeune homme dans le sable d'un désert désolé. Le vent fort souffle à travers le paysage de falaises rocheuses de cet endroit. Seul, le héros marche, la capuche relevée, à travers l'immensité de ce dangereux désert. Il protège ses yeux du vent et de la poussière tandis qu'il poursuit son voyage solitaire. Soudain, le jeune homme aperçoit quelque chose au loin et se demande si ce sont des marchands ambulants. Le jeune homme aperçoit un groupe de personnes dans le désert et se demande si ce sont des marchands ambulants. Excité par la chance d'obtenir de l'aide, le jeune homme décide de s'approcher du groupe. Sur ce, il se rapproche et décide de demander son chemin vers la ville la plus proche. Mais le chef du groupe lui demande qui il est pour leur barrer la route de la sorte. L'homme l'informe qu'en suivant la route, il atteindra la ville appelée Murée et le héros comprend. Le jeune homme le remercie pour l'information et se prépare à continuer son voyage à travers le désert. Soudain, l'un des hommes l'empêche de partir et lui dit d'attendre un peu. L'homme lui demande s'il va simplement partir après avoir obtenu ce qu'il voulait. Il dit alors que si l'on reçoit quelque chose, il faut aussi donner quelque chose en retour. À ces mots, tout le groupe dégaine son épée et dit au jeune homme d'enlever son sac immédiatement. Le héros réalise enfin qu'il est tombé dans un piège et qu'ils sont en fait des bandits. Le chef des voleurs sourit alors et dit que personne ne trouverait étrange que quelqu'un meure ici. Ils l'ont menacé de tout leur donner sans se battre, car ce serait moins d'ennui pour tout le monde. Le protagoniste comprend qu'ils ne sont pas des voleurs ordinaires et qu'ils sont prêts à tuer. Un souvenir de son entraînement avec le chevalier vétéran lui traverse l'esprit à ce moment-là. Il se souvient des enseignements sur la causalité et sur la manière de créer de puissantes attaques. Ces leçons seraient très utiles pour le combat qui était sur le point de commencer dans le désert. Avec un sourire confiant, le jeune homme dit qu'il les utilisera comme première cible d'entraînement. L'un des bandits est confus par l'attitude du jeune homme et ne comprend pas ce qu'il dit. Ils se mettent à rire et l'un d'eux dit que le garçon parle comme s'il était un mage. La main brillante, le héros se prépare à montrer son pouvoir aux bandits. Il crée alors une tornade de vent qui projette tous les voleurs au loin avec une grande force. Le jeune homme pense que modeler le vent avec sa main consomme beaucoup moins de mana que de le créer à partir de rien. Tombé au sol, les bandits se demandent ce qui s'est passé et le jeune homme est surpris de sa propre puissance. Sans perdre de temps, il prend son eau et prépare un nouveau sort contre les ennemis. Sur ce, le liquide se transforme en une lance de glace acérée flottant dans l'air du désert. Le protagoniste crée plusieurs projectiles de glace et se prépare à attaquer les voleurs. L'un des bandits est complètement terrifié par la démonstration de puissance du mage. Sur ce, les lances de glace s'envolent et transpercent l'un des ennemis qui tombe au sol, vaincu. Il pense que le sort devrait être plus utile près de Léo et que lancer des pierres est encore plus puissant. Le chef des voleurs s'agenouille et implore son pardon, car il ne savait pas qu'il était un mage. Désespérés, les autres bandits offrent tout ce qu'ils ont pour que le jeune homme leur laisse la vie sauve. Mais le protagoniste se contente de frapper fermement le sol du pied, montrant qu'il n'acceptera aucune excuse. Il utilise alors sa magie pour créer des piliers de pierre qui avancent vers les ennemis. Avec un regard de pure terreur. Le chef des bandits ne croit pas ses yeux. Le résultat est brutal et tous les voleurs finissent vaincus par le pouvoir du jeune mage. Le héros s'approche du chef et l'homme promet de répondre à tout ce qu'il veut pour survivre. Il lui demande alors pourquoi ils l'ont attaqué sans plan, puisqu'il aurait pu être un mage. Le jeune homme est confus car la réponse du bandit est que tout est arrivé parce qu'il s'est incliné. Le chef explique que comme le jeune homme était poli, il pensait qu'il n'était qu'une personne ordinaire. Le jeune homme le remercie, car il vient d'apprendre une leçon très utile de ce bandit. Sur ce, le chef est rempli d'espoir et demande si le jeune homme va vraiment lui laisser la vie sauve. Mais une goutte d'eau flotte au-dessus de sa tête et il se souvient du nom du protagoniste. Un souvenir de cette nuit-là refait surface et il dit que le berger rencontrera beaucoup de gens. L'homme lui conseille alors de ne jamais avoir pitié des bandits qui font du mal aux autres. Le protagoniste pense que maintenant il comprend la raison derrière ce conseil ferme. Il réalise qu'épargner une vie par pitié pourrait finir par nuire à 10 personnes innocentes. Avec un regard sérieux, le héros conclut qu'il a assez tardé et qu'il doit agir maintenant. Suivant les traces de charrette dans le sable, le jeune homme continue son chemin à travers le désert. Alors qu'il marche, une pensée forte et claire surgit dans son esprit pour la première fois. Il fixe ses traces et réalise qu'il vient de prendre la vie d'autres personnes. Le jeune homme se sent coupable mais ne pouvait pas les laisser partir à cause de l'avertissement de son mentor. Il savait que les gens qui volent sans hésitation attaqueraient à nouveau d'autres personnes à l'avenir. Se souvenant des enseignements, son cœur confus s'apaise enfin et il continue sa route. Après un long voyage, le héros arrive enfin dans un nouveau monde plein de vie. Le jeune homme est impressionné par le paysage et a du mal à croire ce qu'il voit. À l'horizon, il aperçoit une grande ville avec un immense château en son centre. Le panneau révèle qu'il est arrivé dans la petite ville de Murée,
un lieu animé. Le protagoniste est impressionné car il n'a jamais vu autant de gens réunis en un seul endroit. Même l'architecture des bâtiments est complètement différente de celle du village où il a grandi. En marchant dans le marché animé, le héros sent enfin qu'il est arrivé dans une grande ville vibrante. Sur ce, le jeune homme s'approche d'un étal de fruits et le vendeur l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Mais le marchand lui demande ce qu'il voudrait acheter et le berger répond qu'il n'est pas un client pour le moment. À cet instant, il se souvient du conseil du vétéran de chercher une auberge dès son arrivée. Cependant, l'humeur du vendeur change et il dit au jeune homme de partir s'il ne compte rien acheter sur le champ. Le héros est confus par cette grossièreté et se demande s'il y a une règle secrète sur le fait d'acheter avant de demander. Alors, le protagoniste décide de montrer des pommes du doigt et demande le prix de ces fruits rouges. L'homme répond que le prix est de 2 dupes et observe le jeune étranger avec une grande curiosité. Sur ce, le jeune homme commence à compter ses pièces et le vendeur dit qu'il accepte aussi d'autres types de paiement. Après avoir fait son achat, le héros demande où se trouve l'auberge et reçoit des indications pour suivre le chemin. Suivant les conseils, il arrive devant le plus grand établissement du coin, qui sert à la fois de bar et de dortoir. Dès qu'il entre dans l'endroit, une jeune employée nommée Lina l'accueille avec un sourire très amical. La fille complimente l'apparence du jeune homme pendant que le nouveau client demande le prix pour y passer la nuit. Elle répond que le tarif journalier est de 16 dupes et le héros accepte de rester sans hésiter. À ce moment-là, le voyageur lui tend le sac d'argent mais dit qu'il y a quelque chose de très important qu'il aimerait demander. L'employé prend le paiement et semble très intéressé par ce que le jeune homme veut savoir d'elle maintenant. Le berger demande alors s'il y a des monstres à proximité dont la tête est mise à prix. Il réfléchit qu'il a besoin de chasser ces créatures pour absorber du mana et aussi pour récolter plus de pièces. Sur ce, la fille reste silencieuse en regardant l'or et le protagoniste lui demande pourquoi elle ne répond pas. Alors, Lina déclare que rien n'est gratuit en ce monde et mentionne la mairie, laissant le jeune homme confus. L'employé est surprise et le traite de pecno pour ne pas savoir ce qu'est la mairie. Elle explique que les affaires publiques y sont traitées et que les employés travaillent pour le seigneur local. Sur ce, la fille l'informe que l'endroit est probablement déjà fermé et qu'il devrait y aller tôt demain. Lina lui demande alors s'il est aussi un chasseur de monstres, mais le jeune homme ne comprend pas le terme. Elle raconte la légende selon laquelle les gens normaux deviennent des mages en chassant et demande si c'est son objectif. Le héros touche sa main et se demande si ce n'est qu'une superstition stupide des gens du coin. Soudain, un homme fort l'interrompt et dit que c'est un fait et qu'il l'a vu de ses propres yeux. L'employé est choqué de voir l'homme nommé Miden, et il crie qu'il ne mourra pas avant de devenir un mage. Ensuite, le chasseur de monstres lui donne une tape sur la tête et s'excuse pour l'intrusion, mais le protagoniste est intéressé et demande à l'homme de lui en dire plus sur l'histoire de devenir un mage en chassant. Lassée, la fille explique que si les mages deviennent forts en chassant, alors les gens normaux deviendraient des mages de la même manière. À cela, Miden révèle que lui et son groupe chassent les monstres précisément pour devenir de puissants mages. Le jeune homme demande si quelqu'un dans le groupe est déjà devenu un mage et il répond qu'ils ne sont que 4 en ville. L'homme remarque alors les vêtements du jeune homme et lui demande s'il a bien une arme pour chasser. Sur ce, le héros montre son lance-pierre et le chasseur remarque qu'il a beaucoup servi dans des combats. Le vétéran analyse l'arme et dit qu'avec ça, on pourrait chasser de petits monstres comme des lapins et des renards. Puis il révèle que son groupe avait besoin d'un autre tireur et l'invite à les rejoindre. Le protagoniste se contente d'un léger sourire mystérieux face à l'invitation inattendue du chasseur de monstres, mais il décline l'offre et on le voit plus tard allongé dans sa chambre pour se reposer un peu. Regardant le plafond, le jeune homme réfléchit à quel point cette journée a été pleine d'événements inattendus. Le jeune homme regarde son sac à dos et n'arrive toujours pas à croire qu'il a vraiment quitté son village. Il se demande ce qui va se passer à partir de maintenant et sa main brille d'un mana bleu. Soudain, le jeune homme entend 2 coups provenant de la porte de sa chambre à l'auberge. Assis sur le lit, il devient alerte et demande à voix haute qui frappe à la porte. À ce moment, un souvenir du vétéran apparaît, lui disant de ne pas baisser sa garde, même dans une auberge. L'épéiste l'avait prévenu qu'une ville n'est pas un endroit automatiquement sûr pour tout le monde. Sur ce, le héros se souvient de la leçon de ne jamais baisser sa garde et qu'il avait reçu le message 5 sur 5. De retour au présent, le jeune homme prépare son mana et s'approche de la porte pour l'ouvrir prudemment. Puis il ouvre une petite fente dans la porte pour jeter un coup d'œil à qui est de l'autre côté sans être vu. Ses yeux montrent toute sa concentration et sa prudence alors qu'il vérifie l'identité du visiteur. À sa grande surprise, ce n'est que Lina, l'employée, qui lui demande avec un sourire s'il dormait déjà. Le héros est confus et elle dit qu'elle est venue le réchauffer parce qu'elle pensait que la chambre était froide. Le jeune homme lui demande ce qu'elle veut dire par là et la fille le regarde avec un regard suggestif. Elle dit que c'est exactement ce que ça veut dire et se tient à la porte avec une expression timide. Sur ce, la jeune femme lui offre sa compagnie pour un peu d'argent, mais il demande ce qui se passera s'il ne veut pas. La fille se rapproche alors et dit qu'il ne devrait pas mentir car son visage le trahit, mais le protagoniste se contente de fermer les yeux et de prendre le visage d'un moine qui a atteint l'illumination. L'employé est laissé complètement choqué et sans voix par l'attitude inattendue du jeune homme. Un autre souvenir du mage plus âgé apparaît où il crie désespérément de ne pas faire ça. L'épéiste l'avait prévenu de faire attention car beaucoup de filles de ce genre peuvent être porteuses de maladies. De retour dans le passé, le jeune homme se souvient de son mentor l'avertissant de ne pas se laisser emporter par le désir. Sur ce,
La fille part en boudant et le héros pense que la vie en ville n'est pas facile non plus. Allongé, il réfléchit que d'abord le magasin de fruits et maintenant Lina, les villes sont assez froides. Pendant ce temps, un des chasseurs de monstres s'approche de son chef pour poser une question. Il demande pourquoi le chef voulait emmener le nouveau venu alors qu'il ne semblait pas d'une grande aide. Miden répond que l'attitude arrogante du jeune homme ferait de lui un appât parfait pour les monstres. Mais en vérité, le garçon lui rappelait sa jeunesse et il s'inquiétait pour son arme. Le chasseur pensait que si le débutant restait près de lui, il pourrait peut-être survivre un peu plus longtemps. Le protagoniste esquisse alors un léger sourire sur son lit en écoutant la conversation à travers le mur. Il réalise que la ville n'est peut-être pas un endroit aussi froid et sans cœur qu'il l'avait imaginé. Le lendemain, le jeune homme se rend à la grande mairie pour commencer enfin son voyage. À l'intérieur, un employé le salue poliment et lui demande comment il peut l'aider aujourd'hui. Le héros demande s'il est un fonctionnaire et l'homme lui demande de quoi il aurait l'air d'autre. Alors le jeune homme va droit au but et dit qu'il est venu chasser des monstres, laissant le fonctionnaire surpris. À ce moment-là, le berger se souvient du vétéran disant que le monde ne serait pas tendre avec lui. Le mage a expliqué qu'il n'y a aucune raison pour que le monde soit bon et que la méthode pour être bien traité est simple. Son mentor lui a conseillé de révéler qu'il était un mage, et que le peuple le respecterait ainsi. De retour au présent, l'employé tend au jeune homme un papier avec la demande de chasse aux monstres. Il prévient le jeune homme qu'il ne peut pas emporter l'affiche, qu'il doit la regarder puis la rendre. En voyant le dessin, le héros demande si c'est un corbeau et l'homme le taquine en lui demandant si ça ressemble à un chat. L'employé l'avertit d'apporter le corps du monstre, car si le mana n'est pas dispersé, il devient un fantôme. Le protagoniste dit qu'il le sait déjà et qu'abandonner le corps d'une bête magique est passible de la peine de mort. Sur ce, il se souvient de ce qui s'est passé avant et déclare qu'il ne répétera pas la même erreur. Alors le jeune homme demande si les chevaliers ne chassent pas et l'homme répond qu'ils n'ont pas le temps. Il explique que le travail d'un chevalier est de maintenir l'ordre dans la ville, pas de chasser à l'extérieur. Avec dédain, le fonctionnaire dit que ce genre de travail est pour les hors-la-loi comme le jeune homme, qui part ensuite. En regardant le jeune homme partir, l'homme pense qu'un autre corps va s'entasser dehors. À ce moment-là, l'œil du monstre corbeau s'ouvre avec une lumière intense et sinistre. Mais la créature gît déjà vaincue sur le sol du hall, une large blessure à la poitrine. Les employés regardent, complètement choqués et incapables de croire ce qui s'est passé. Tout le monde est impressionné car le héros est revenu très vite avec le corps du monstre. Le jeune homme confirme alors qu'il a réussi à vaincre la créature tout seul. Il demande comment il peut recevoir la récompense et le fonctionnaire balbutie qu'ils vont payer. Sur ce, l'homme lui tend un sac de pièces et dit au jeune homme d'aller se reposer. Pendant ce temps, les autres analysent le corps et sont impressionnés que les ailes soient intactes. L'un des fonctionnaires remarque alors que le protagoniste n'est pas encore parti et se tient toujours là. L'homme à la réception lui demande pourquoi il est toujours dans le hall et n'est pas allé à l'auberge. Le héros demande alors s'il y a d'autres monstres qui valent la peine d'être chassés dans la région. Choqué par la question, l'employé n'arrive pas à croire que le jeune homme puisse encore chasser davantage. La scène coupe alors et montre les plats les plus chers du menu de l'auberge sur la table. Lina sert un festin et dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui vaincrait 30 monstres en 3 jours. Elle commente qu'il a dû gagner beaucoup d'argent et le jeune héros savoure joyeusement la nourriture. Mais le jeune homme répond sérieusement que l'argent n'est pas son seul but dans ce voyage. Il explique que son but est le mana du monstre, et que grâce à ça, il est devenu beaucoup plus fort. Le protagoniste remarque que son mana a augmenté plusieurs fois depuis qu'il a rencontré l'épéiste vétéran. Cependant, il sent une limite et pense qu'il sera difficile d'évoluer avec seulement le mana de faibles créatures. La serveuse est confuse par ce que le jeune homme vient de lui dire. Sur ce, le propriétaire et la fille regardent la table vide et sont surpris qu'il ait tout mangé tout seul. L'homme dit que bien qu'il soit mince, le jeune homme mange beaucoup et Lina est contente qu'il ait apprécié. Le héros les remercie et dit que c'était délicieux, mais au moment où il s'apprête à partir, quelqu'un l'arrête. Un homme costaud attrape les vêtements du protagoniste par derrière pour attirer son attention. Sur ce, un groupe de brutes le confronte et lui demande s'il mange quelque chose de bon tout seul. L'un d'eux le traite de grande asperge et dit qu'il a entendu dire que le jeune homme gagnait beaucoup d'argent. Alors la brute suggère qu'il fasse un peu la charité à ses partenaires et essaie de le gifler. Mais le protagoniste bloque facilement le coup, laissant l'attaquant complètement choqué. D'un air calme, le héros demande ironiquement si l'homme ne voulait pas un peu de charité. La brute s'énerve et lui dit de ne pas faire le malin pendant qu'il prépare un coup de poing de toutes ses forces. Le jeune homme esquive et assène un coup puissant qui envoie l'ennemi voler avec une grande force. Sans perdre de temps, l'autre sbire attrape un banc en bois et charge pour attaquer le héros. Mais le jeune homme arrête l'attaque d'une main et brise le banc en morceaux instantanément. Avec une poigne ferme, le protagoniste tord la joue de l'autre attaquant avec une grande facilité. Et avec une lueur dans sa main, le jeune mage achève le sbire qui tombe vaincu au sol. Lina, la serveuse, apparaît avec un sourire forcé, leur demandant d'arrêter le vacarme. Elle crie alors de toutes ses forces qu'ils ne peuvent pas se battre à l'intérieur de l'auberge. Plus tard, on voit le groupe de brutes s'incliner et présenter des excuses sincères pour la bagarre. De retour dans la chambre du héros, Miden déclare qu'il a sermonné les deux et que ça ne se reproduira plus. Il explique qu'il manquait d'argent ces derniers temps et qu'ils sont devenus jaloux en voyant le jeune homme. Sur ce, les deux sbires balbutient des excuses pour avoir causé des ennuis.
Le jeune homme demande alors si la situation est difficile et le chasseur répond qu'ils sont limités. Madan serre le poing et dit que dans environ 3 jours, il pourra payer la chambre, mais que c'est son problème. Le protagoniste tend alors un sac de pièces au chasseur de monstres avec un sourire. L'homme est surpris et le héros explique que c'est un paiement pour sa gentillesse de l'avoir invité. Madan demande comment il a su et le jeune homme répond que rien n'est gratuit en ce monde. Il demande alors des informations en retour et le chasseur, heureux, répond que c'est sa spécialité. La scène coupe, montrant une vue générale de la ville de Murée avec ses divers bâtiments. Le héros se prépare sur une falaise, pensant que c'est peut-être sa dernière chasse dans la ville. Il songe que Miden lui a donné des informations sur la prochaine ville et qu'il est temps de s'y rendre. Le jeune homme se souvient que l'information était utile et que Madan est une très bonne personne. Il le compare à Korn et conclut que bien que moins expérimenté, Madan est plus pur et plus gentil. Soudain, les yeux du protagoniste s'écarquillent de surprise en voyant quelque chose. Grâce à son odorat aiguisé, le protagoniste détecte une odeur familière et très inquiétante dans l'air. Espérant que son intuition est fausse, il court à toute vitesse à travers la forêt. À ce moment-là, le jeune homme trouve d'énormes marques de griffes sur un arbre, indiquant un combat. Avec une expression sérieuse, le héros continue de suivre la piste de destruction à travers les bois. Soudain, il tombe sur une scène terrible en trouvant quelqu'un de grièvement blessé. Le jeune homme reconnaît l'homme et se souvient qu'il fait partie du groupe de chasseurs de Madan. D'un regard froid, le mage analyse la situation, essayant de comprendre ce qui s'est passé là. L'œil du chasseur blessé est sans vie, montrant qu'il n'a pas survécu à ses blessures. À côté de lui, quelques pièces sont éparpillées sur le sol taché de rouge vif. Accroupi, le protagoniste se demande ce qui a bien pu arriver à Midan et son groupe. Soudain, il entend un bruit et trouve un autre membre de l'équipe encore en vie derrière un arbre. Avec ses dernières forces, l'homme parvient à dire le mot lapin, laissant le jeune homme confus. Une image effrayante d'un lapin à la bouche ensanglantée apparaît soudain dans la scène. En regardant autour de lui, il voit plusieurs corps et réalise qu'ils ont tous été victimes d'un monstre. Puis apparaît une créature qui ressemble à un lapin géant avec des yeux rouges et des cornes. Le protagoniste se retourne rapidement, se préparant à affronter la bête tueuse. Sans prévenir, le monstre charge à grande vitesse vers le jeune mage pour l'attaquer. Le jeune homme est surpris par la vitesse de la créature et peut à peine réagir à l'attaque. Le héros parvient à esquiver juste à temps et le lapin s'arrête un instant, le fixant avec haine. Sur ce, il concentre son mana et crée une barrière d'air pour se défendre de la prochaine attaque. D'un mouvement rapide des doigts, le protagoniste se prépare à lancer une attaque d'air. Puis il tire une puissante lame de vent vers la créature monstrueuse. L'attaque touche le lapin, mais il parvient à se défendre d'une manière inattendue. La créature utilise sa queue comme un fouet et pulvérise la barrière d'air en morceaux. Le héros réalise alors que le monstre a l'habitude de se défendre contre les armes de jet. D'un lourd piétinement, le lapin charge à nouveau pour essayer d'écraser le jeune mage. La bête bondit haut dans les airs et plonge de toutes ses forces vers le protagoniste pour une attaque finale. Son œil brillant intensément, la créature se concentre entièrement sur sa cible en dessous, mais le jeune homme parvient à esquiver à temps et le monstre ne frappe que le sol avec son attaque. Sans perdre de temps, la créature court à grande vitesse pour continuer sa poursuite. Le héros s'approche et assène un coup de mana direct au visage du lapin géant. Sous l'impact, la créature hurle de douleur et le protagoniste en profite pour reculer. Il saute alors en arrière pour prendre de la distance et réfléchir à son prochain mouvement. À ce moment-là, le monstre commence à briller d'une énergie dorée sur tout son corps. Puis la créature charge à nouveau, mais cette fois avec une vitesse encore plus impressionnante. D'un mouvement rapide, le lapin utilise sa vitesse pour créer plusieurs images rémanentes de lui-même. Il continue de se déplacer en zigzag pour dérouter le jeune homme et lui compliquer la visée. Le combat soulève un nuage de poussière si grand qu'on peut à peine voir ce qui se passe. Dans la fumée, le monstre crie furieusement en détruisant plusieurs arbres autour de lui. La scène révèle que la créature est blessée et saigne un peu de la patte et du dos. La gueule ensanglantée, le lapin monstrueux tombe finalement au sol, vaincu par le jeune homme. Le combat terminé, le protagoniste se tient fermement dans la clairière, se préparant pour la suite. Il s'approche alors du corps de la créature pour enfin absorber tout son mana sans perdre de temps. Le héros tend la main pour commencer le processus d'absorption de puissance. Suite à cela, une grande quantité d'énergie verte commence à affluer vers le jeune homme. Il réalise que le mana absorbé est bien plus grand que celui du monstre précédent. Avec cela, le jeune homme peine à croire la quantité absurde de pouvoir qu'il reçoit. À ce moment, le chasseur survivant le qualifie de mage, ce qui surprend le jeune homme. Le héros confirme et l'homme lui demande pourquoi il cachait sa véritable identité. Les larmes aux yeux, le chasseur révèle qu'aucun d'eux n'avait de famille à qui laisser ses biens. Il se souvient alors de son chef, Médan, et du rêve qu'ils partageaient tous. Un souvenir commence et Médan parle d'une ville appelée Orem qui possède une bibliothèque. Il explique avec un sourire que l'endroit a des milliers de livres que tout le monde peut lire. Médine remarque alors que le jeune homme a enfin montré de l'intérêt pour quelque chose qu'il a dit. Le jeune homme demande comment y entrer, mais le chasseur dit que n'importe qui ne peut pas y aller. Puis il révèle que seuls les mages sont autorisés dans la bibliothèque, laissant le héros songeur. De retour au présent, le chasseur lui demande ce qu'il veut dire par j'ai décidé. Le héros déclare qu'il se rend à la grande cité de Waram dont Médan a tant parlé. Regardant les tombes, il fait ses adieux à son ami chasseur avec un regard triste.
Finalement, il se retourne et s'éloigne, souhaitant que Madan soit heureux où qu'il soit. Après un long voyage, le jeune homme arrive enfin dans une ville pleine de vie et de gens. Avec ça, il se sent même gêné d'avoir été impressionné par la petite ville de Muret. Le panneau révèle qu'il est arrivé dans la grande cité des Orem, un endroit immense et animé. Il n'aurait jamais imaginé que tant de gens essaieraient d'entrer et rejoint la longue file à la porte. En voyant les gardes à l'entrée, le héros se demande s'ils cherchent des criminels, comme on peut s'y attendre dans une grande ville. Elle a un système bien plus établi et sécurisé, mais soudain, un des gardes lui crie de s'arrêter et le jeune homme est confus par cet ordre. Avec un air dégoûté, l'homme pointe le jeune homme du doigt et dit que son entrée n'est pas autorisée. Le garde se plaint de n'avoir jamais vu des vêtements aussi sales et lui dit d'aller se nettoyer avant d'entrer. Une fois dans la ville, il aperçoit enfin la grande bibliothèque, une tour immense et imposante. En levant les yeux vers le sommet du bâtiment, il se souvient que c'était l'endroit dont Miden parlait tant. Le héros est impressionné par la structure et se demande si elle a été faite avec de la magie. Sur ce, il s'approche de la porte et attire l'attention des deux gardes qui surveillent l'entrée. Le jeune homme dit qu'il veut entrer, mais l'un des hommes l'avertit que la bibliothèque n'est que pour les mages. Sans hésiter, le protagoniste révèle qu'il est un mage et le garde le dévisage, complètement choqué. L'homme se met en colère et lui demande s'il veut se faire expulser pour avoir prétendu être un mage devant lui. Il dit qu'il est impossible que quelqu'un comme le jeune homme soit un mage et essaie de le repousser. Mais la main du protagoniste brille d'un mana rouge et le garde reste stupéfait. Un souvenir du vétéran apparaît et il dit que les mages peuvent facilement se reconnaître entre eux. Il explique qu'en sentant le mana, ils savent même si l'autre mage est plus fort qu'eux. L'œil du protagoniste brille d'un mana rouge intense et très effrayant. Suite à cela, le garde est projeté en arrière par la pression écrasante de l'énergie du jeune homme. Tombé au sol, l'homme dit qu'il va bien pendant que son collègue l'aide rapidement à se relever. Il réalise alors que le jeune homme n'est pas un mage ordinaire, mais quelqu'un de la classe noble ou supérieure. Sur ce, il se présente comme un chevalier de la maison Balthus et demande de quelle famille le jeune homme est issu. Le héros demande alors s'il doit le dire pour entrer et le garde répond que ce n'est pas nécessaire, mais il prévient que pour utiliser la bibliothèque, il faut la permission du maître de Valtu. Le chevalier dit qu'il contactera la maison noble et le jeune homme finit par soupirer dans un bain luxueux. Le jeune homme réfléchit alors qu'il pensait que le processus pour entrer serait bien plus simple que ça. À ce moment, une servante apparaît, observant le jeune homme avec une expression très timide sur son visage. Puis les servantes commencent à s'occuper du jeune homme qui ne semble pas beaucoup apprécier la situation. Il se demande comment les choses en sont arrivées là, avec 3 jeunes femmes l'aidant dans son bain. Gêné, le héros leur dit d'arrêter et les servantes répondent oui. En même temps, l'une d'elles explique que si elles manquent à s'occuper d'un invité important, elles seront punies. À cela, il leur dit de faire comme bon leur semble et les filles le remercient, très soulagées. Après le bain, une des servantes est complètement impressionnée par la beauté du jeune homme. Elle couvre alors sa bouche avec sa main, réalisant qu'elle a eu une réaction excessive. Maintenant dans de nouveaux vêtements, le héros demande s'il a quelque chose sur le visage pour qu'elle réagisse ainsi. La fille s'excuse et dit qu'elle s'est perdue un instant à cause de la beauté de l'invité noble. Avec un sourire, il dit qu'il n'y a rien à pardonner mais leur demande de ne pas parler de manière si informelle. Le héros est impressionné en se voyant dans le miroir et peine à croire ce qu'il voit. À cet instant, une jeune femme aux cheveux rouges entre dans la pièce et le fixe avec une grande curiosité. La fille le taquine alors en lui demandant s'il est l'invité qui est arrivé en ressemblant à un mendiant. Avec un sourire, elle dit qu'après un bain et de nouveaux vêtements, il ressemble maintenant à un prince. Le jeune homme se présente comme Turan et la fille révèle que son nom est Azla, la noble de la maison. Puis elle demande à quelle famille il appartient, mais le jeune homme dit qu'il ne peut pas le révéler. Avec un sourire mystérieux, la noble dit que c'est dommage qu'il ne lui dise pas son origine. Sur ce, elle pense que puisqu'il cache qui il est, c'est peut-être lors d'un petit jeu. Soudain, une énorme explosion de mana orange enveloppe toute la salle, surprenant le jeune homme avec un regard de défi. La fille aux cheveux rouges lui crie de montrer son pouvoir. Elle exige de voir le mana du jeune homme, qui est choqué par l'immense pression de l'énergie de la noble.